Bonjour. Dernière partie de cette longue série de vidéos concernant l'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre. Nous allons exploiter nos équations horaires, mais avant cela, nous allons revenir sur la méthodologie qui nous a permis de les établir. Pour rappel, dans notre étude, nous avons étudié le mouvement d'une balle de golf initialement placée au niveau de l'origine de notre repère, propulsée avec une vitesse initiale dont la norme est égale à 75 mètres par seconde, avec un angle de tir alpha de 11 degrés que l'on voit ici, donc on comprend bien que le schéma n'est pas du tout à l'échelle. Et cette balle se déplace dans un champ de pesanteur, dans le champ de pesanteur terrestre considéré uniforme dont la norme vaut 9,8 newtons par kilogramme ou 9,8 mètres par seconde au carré. Alors rappelons-nous des différentes étapes qui nous ont permis d'établir nos équations horaires. Première étape, nous avons défini le système étudié. Le système étudié, c'est la balle de golf supposée ponctuelle. Deuxième étape, nous avons choisi notre référentiel, le référentiel terrestre que nous avons dû supposer galiléen. Ensuite, le bilan des forces. Notre balle n'est soumise qu'à une seule force, son propre poids. N'oublions pas que nous avons négligé la résistance de l'air, les frottements de l'air, ce qui fait que notre balle est en chute libre. Même si elle monte, elle est quand même en chute libre. À partir du moment où elle n'est soumise qu'à son propre poids, on dit qu'elle est en chute libre. Étape suivante, nous avons établi les conditions initiales de notre mouvement. Ces conditions initiales, c'est ce qui se passe à l'instant t égale 0, et elles concernent à la fois la position de notre balle de golf, donc au départ elle est au niveau de l'origine, donc les coordonnées du vecteur position sont égales à 0, et ces conditions initiales concernent aussi le vecteur vitesse, et étant donné que le vecteur vitesse forme un certain angle avec l'axe horizontal, nous avons ces deux expressions de nos composantes, V0 cos alpha et V0 sinus alpha. Donc bien avoir conscience que, en fonction de la situation étudiée, du contexte, les expressions de ces conditions initiales vont différer. Ensuite, nous avons appliqué le principe fondamental de la dynamique, c'est notre étape numéro 5, donc notre deuxième loi de Newton, loi d'une grande élégance et d'une grande puissance, la résultante des forces extérieures agissant sur le système est égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. Et cela nous a permis de découvrir que le vecteur accélération de notre balle de golf était en permanence égal au vecteur champ de pesanteur. Ça aussi, c'est typique d'un mouvement de chute libre. Une fois qu'on a établi les composantes du vecteur accélération qui sont ici, par intégration, nous avons réussi à déterminer les composantes du vecteur vitesse. Oui, par intégration, puisqu'on se souvient que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc chaque composante du vecteur vitesse, Vx et Vy, est la primitive de la composante correspondante du vecteur accélération. Et puis, de la même manière, on est passé du vecteur vitesse au vecteur position par intégration également, puisque le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On se souvient enfin qu'à chaque fois qu'on a déterminé une primitive, une constante d'intégration est apparue et que les expressions de ces constantes d'intégration ont été déterminées par les conditions initiales de notre mouvement. Attention, 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 avertissement très important. Les équations horaires qui étaient affichées sur l'écran il y a un instant ne sont pas à apprendre par cœur, parce que leur forme va changer en fonction des conditions initiales sur le vecteur position, des conditions initiales sur le vecteur vitesse, et pourquoi pas de l'orientation de nos axes OX et OY, ou encore de la manière dont l'angle alpha est placé sur la figure. Donc, ne pas apprendre ces équations horaires par cœur. Ce qui est important, c'est la méthode qu'il faut mémoriser. Eh bien, que peut-on faire maintenant de ces équations horaires ? Dans les cas concrets, si on étudie par exemple le mouvement d'une balle de tennis, ça permettra de savoir si la balle passe au-dessus du filet ou non.
Ça permettra de savoir si le ballon de basket entre dans le panier ou pas. Ça permettra de savoir si le rocher propulsé par la catapulte atteint les remparts adverses. Quelques points sont importants, notamment le sommet de la trajectoire, par exemple l'altitude maximale atteinte par l'objet, mais aussi la portée du tir, c'est-à-dire la distance horizontale la plus grande qui sera atteinte par notre système. Dans la suite de la vidéo, nous allons nous intéresser à la flèche de la trajectoire, c'est-à-dire le sommet, le point le plus haut atteint par le système, quelle est son altitude. Et puis nous nous intéresserons aussi à la portée de notre tir, c'est-à-dire la plus grande distance qui sera atteinte par notre système. Alors le sommet de la trajectoire, il est ici le point le plus haut. Ce que l'on va chercher à déterminer, c'est donc l'altitude de ce point S, qui est représenté ici, donc YS, c'est notre objectif. En quoi les équations horaires vont-elles nous permettre de déterminer cette altitude maximale ? Eh bien, regardons nos équations horaires. Nous avons effectivement une équation horaire, l'équation numéro 6, qui nous permet de déterminer une altitude. On a besoin de quoi pour faire ce calcul ? On a besoin de la vitesse initiale, on la connaît, et de l'angle de tir alpha. Le problème, c'est que dans cette équation intervient aussi le temps t. Le temps t, on ne sait pas à quel moment la balle était au sommet de la trajectoire. On a un peu l'impression d'être dans une impasse, non ? Pourtant, il y a quelque chose de particulier à remarquer qui se produit au moment où la balle est au sommet de la trajectoire. On observe que le vecteur vitesse, que j'ai noté ici Vs, est parfaitement horizontal. Et c'est de cet élément dont nous allons tout d'abord nous servir. Retournons voir nos équations horaires. Si le vecteur vitesse est horizontal, au sommet de la trajectoire, cela signifie que Vy, la composante verticale, sera égale à 0. Et donc on va avoir une belle équation, moins g fois t plus v0 sinus alpha égale 0, qui va nous permettre de déterminer le moment auquel le système est au sommet. C'est justement l'information qu'il nous manquait pour utiliser l'équation numéro 6. Pour calculer l'altitude de notre balle à ce moment, on avait besoin de l'information du temps. Nous l'avons maintenant. Ok, au sommet de la trajectoire, notre vecteur vitesse n'a pas de composante verticale, contrairement aux autres vecteurs vitesse qu'on voit ici, on voit la composante verticale en noir. Donc ça nous permet de reprendre l'équation horaire numéro 4 et de l'écrire sous cette forme, donc Vy, mais au point S, qui est égal à moins g fois t. Donc t, c'est l'instant où on est au sommet de la trajectoire, plus v0 fois sinus alpha, eh bien cette composante est nulle. L'intérêt, c'est que ça nous permet d'obtenir une expression de ts, et ts sera donc égal à v0 sinus alpha divisé par g. Par curiosité, on peut réaliser l'application numérique. Donc la vitesse initiale est égale à 75,0 mètres par seconde, multiplié par le sinus de 11,0 degrés. Et donc je divise l'ensemble par 9,8. Je vais utiliser l'unité mètre par seconde au carré. On voit que les mètres se simplifient et seconde moins 1 divisé par seconde moins 2, ça donne des secondes. C'est bien un temps, une durée. Et donc on trouve environ 1,5 secondes. Donc cela signifie que la balle sera au sommet de la trajectoire au bout d'une durée égale à 1,5 secondes. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'altitude du sommet. Altitude qui sera donnée par l'équation horaire numéro 6 que je vais écrire ici pour le sommet de la trajectoire. Donc ça va donner moins 1,5 de g fois ts au carré plus v0 fois sinus alpha multiplié par ts. Et donc ce que nous allons faire, nous allons injecter dans cette équation l'expression de ts que nous avons dessus, c'est-à-dire que
chaque fois que nous allons voir TS, ici et ici, nous allons le remplacer par V0 sinus alpha sur G. Alors cela donne YS égale moins 1 demi de G multiplié par V0 fois sinus alpha sur G, le tout au carré, plus V0 sinus alpha multiplié par V0 sinus alpha sur G. Hop, sur G. Donc nous voilà rassurés puisque dans l'expression de cette altitude n'interviennent que des nombres dont on connaît la valeur, hein, que ce soit la constante de pesanteur G, l'angle alpha ou V0. Donc là on serait déjà en mesure de réaliser le calcul et de déterminer l'altitude maximale de la balle, mais on va se proposer de simplifier un petit peu cette expression. Donc on voit qu'on a petit g au numérateur et ici ce sera g carré au dénominateur. Oui, il est bien au carré, g. Cela signifie donc qu'on aura une première fraction qui sera égale à moins 1 demi de V0 carré multiplié par sinus carré d'alpha sur g. Et puis, d'autre part, on a V0 fois V0, donc ça fait V0 carré, multiplié par sinus alpha fois sinus alpha, sinus carré de alpha, sur G. Voilà. Et donc on est vraiment dans une situation triviale. Alors on peut mettre en facteur V0 carré sinus carré alpha sur G, mais on peut aussi se dire, voilà, ici on a une pomme, et ici on a une demi-pomme, une pomme moins une demi-pomme, ça fait une demi-pomme. Donc on se retrouve avec l'expression de l'altitude du sommet de notre trajectoire qui sera égale à V0 carré sinus carré de alpha sur 2G. Petite application numérique, donc 75,0 mètres par seconde au carré, multiplié par le sinus de 11 degrés au carré, le tout divisé par 2 fois la valeur de l'accélération de la pesanteur, 9,8 mètres par seconde moins 2. Donc on s'aperçoit que les secondes vont se simplifier, il ne restera plus que des mètres, et le résultat de ce calcul, c'est 10,4 mètres. Donc dans notre exemple, notre balle va atteindre une altitude maximale de 10,4 mètres. Alors, regardons cette relation d'un peu plus près, du point de vue de son sens physique. Donc des choses qui paraissent tout à fait intuitives, c'est par exemple que lorsqu'on augmente la vitesse initiale de la balle, ce qui revient à frapper plus fort dedans au départ, eh bien quand on augmente la vitesse initiale, l'altitude atteinte par la balle sera plus grande, et on remarque que si la vitesse initiale, la valeur de la vitesse initiale est doublée, l'altitude sera multipliée par 4. Donc bien sûr, intuitivement, si V0 augmente, l'altitude YS va augmenter aussi. Bon, plutôt logique. Deuxième élément important, la constante de pesanteur petit g. Donc bon, c'est une constante, mais attention, quand on est à la surface de la Terre, mais par exemple, si je me place à la surface de la Lune, petit g ne sera plus égal à 9,8, mais à 1,6. À la surface de Mars, g sera égal à 3,7.
Autrement dit, si on est sur la Lune, par exemple, la valeur de petit g sera plus petite et donc la valeur de ys sera plus grande. Donc si je prends cet exemple, ça veut dire que si g diminue, alors ys va augmenter. Lors des missions à Apollo, ils ont joué au golf à la surface de la Lune et on imagine que très facilement les trajectoires ont pu atteindre des altitudes très importantes puisque g est très faible à la surface de la Lune. Et puis, dernière chose, l'influence de l'angle de tir. Là aussi, ça paraît plutôt naturel de se dire que si on veut atteindre une altitude maximale, il faut jeter l'objet verticalement. Et c'est ce qu'on voit dans cette relation, puisque on a le sinus de notre angle ici. La valeur maximale du sinus, c'est 1. Et pour que cette valeur maximale soit atteinte, il faut que l'angle soit égal à 90 degrés. On se souvient que si alpha est égal à 90 degrés, ce qui veut dire qu'on tire encore une fois notre balle verticalement. Cela veut dire que sinus alpha est égal à 1, et donc de la même manière que sinus carré alpha sera aussi égal à 1. Donc l'altitude maximale est obtenue pour un tir dont l'angle est égal à 90 degrés. Bien, alors un deuxième exemple d'exploitation de nos équations horaires. Déterminons la portée de notre trajectoire, donc qui correspond en fait à l'abscisse du point P. C'est bien l'abscisse du point P, c'est-à-dire que je pars de l'origine, je vais jusqu'au point P, et ce qui m'intéresse donc c'est la valeur de xp dans ce cas-là. Donc on l'appelle ce nombre la portée de la trajectoire. Donc si nous devons déterminer la valeur de xp, eh bien utilisons nos équations horaires. On a une équation horaire qui est l'équation numéro 5, qui permet de calculer la position horizontale de notre balle, et donc on va utiliser cette équation en l'appliquant au point P, le point d'arrivée de notre balle. Le problème est le même que précédemment, c'est-à-dire que dans cette expression, on connaît V0, la vitesse initiale, on connaît l'angle de tir, mais on ne sait pas à quel moment la balle a fini sa trajectoire. Donc même astuce que tout à l'heure, il faut trouver une autre spécificité du point P sur notre trajectoire, et on la remarque assez rapidement, c'est que le point P a une altitude qui est égale à 0, l'altitude du point P est nulle. Donc, si je reviens une dernière fois à mes équations horaires, en réalité, on va d'abord utiliser l'équation 6 en partant du principe que l'altitude de notre balle est nulle au point P. Ça va nous permettre de déterminer le moment correspondant, le temps correspondant, et l'expression de ce temps t, nous allons ensuite l'injecter dans l'équation 5 de manière à obtenir la valeur de la portée. Ok, l'altitude du point P étant nulle, l'équation 6, l'équation horaire numéro 6, nous dit donc que moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha fois t est égal à 0. On va mettre t en facteur, donc ça va nous donner t facteur de V0 fois sinus alpha moins 1/2 de g fois t est égal à 0. Donc on est dans un cas simple où finalement on a un produit de deux nombres, le produit de t fois la parenthèse, le signe multiplié est là, et voici le deuxième facteur. Et ce produit est nul. Donc la seule possibilité pour que ce produit soit nul, c'est soit que t soit égal à 0, le premier facteur, soit c'est la parenthèse qui est nulle, donc V0 sinus alpha moins 1/2 de gt qui est égal à 0. Alors, la première possibilité, t égale 0, c'est trivial, puisqu'en fait, ça correspond à la situation initiale de notre balle. Oui, on sait bien qu'au départ de notre mouvement, on a y0 égale 0. Donc oui, quand t égale 0, l'altitude est bien nulle. C'est comme ça que notre problème a été posé au départ. Donc c'est pas forcément pertinent de s'intéresser à cette possibilité. Non, ce qui va être intéressant, c'est la deuxième possibilité, le deuxième moment où l'altitude vaut 0, et qui correspond donc au fait que V0 sinus alpha moins 1/2 de g fois t est égal à 0,
Et dans ce cas-là, ça correspond bien au point d'arrivée de notre balle, donc le temps t qu'on va calculer, la date t qu'on va calculer correspond bien à t indice p, c'est-à-dire à la portée de notre trajectoire. Donc si on retourne cette relation, ça va nous donner tp qui sera égal à 2 v0 sinus alpha, le tout sur G. Et maintenant l'application numérique, donc 2 fois 75,0 mètres à seconde moins 1 multiplié par le sinus de 11 degrés, le tout divisé par notre constante de pesanteur 9,8 mètres par seconde au carré. Là aussi on voit que les mètres se simplifient et qu'il reste simplement des secondes. Et donc le résultat, cela donne 2,9 secondes. Ça veut dire que notre balle aura terminé sa trajectoire au bout d'environ 3 secondes. Elle sera arrivée au sol. Ok, mais notre objectif, c'est de déterminer la portée de notre trajectoire, c'est-à-dire la valeur de xp. L'équation horaire numéro 5 nous donne l'expression générale de la composante horizontale du vecteur position, mais nous, on va appliquer cette équation horaire pour ce moment particulier, le moment où la balle arrive au sol, elle a fini sa trajectoire. Et donc, on va utiliser le même principe que précédemment, c'est-à-dire que Tp qui est présent dans cette équation, on va le remplacer par l'expression qu'on a trouvée juste au-dessus ici. Donc cela donne xp qui est égal à v0 fois cosinus alpha multiplié par cette fraction de v0 sinus alpha sur G. Et donc là aussi, on pourrait se dire qu'on a terminé, puisque finalement, tout ce qui est dans cette expression, ce sont des valeurs qui sont connues, et donc on devrait être en mesure de calculer la portée de la balle. Maintenant, ça peut être très intéressant de réussir à simplifier un petit peu cette expression, lui donner une forme un peu plus élégante. Alors comment fait-on ? Eh bien on utilise une identité remarquable concernant les fonctions trigonométriques, le fait que 2 fois cosinus d'un angle, alors ici je prends l'angle alpha, 2 fois cosinus alpha multiplié par sinus alpha, c'est égal à sinus de 2 alpha. C'est un résultat à connaître, très pratique ici, puisque finalement, il va nous permettre d'écrire que xp, donc la portée de notre trajectoire, va être égale à, alors il va rester quoi, v0 carré, multiplié par sinus de 2 alpha, le tout divisé par G. Et puis c'est tout. L'application numérique, donc cela donne 75,0 mètres par seconde au carré à nouveau, multiplié par le sinus de 2 fois l'angle alpha, donc de 2 fois 11 degrés. Et je divise l'ensemble par petit g, 9,8 mètres par seconde au carré. Le résultat est évidemment en mètres et cela donne 215 mètres. Comme précédemment, intéressons-nous au sens physique de cette expression. Alors là aussi, il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment intuitives. Par exemple, bien sûr, si la vitesse initiale augmente, alors la portée du tir va augmenter aussi. Et puis, comme précédemment, on se rend compte que si G diminue, donc si la gravité est plus faible, eh bien la portée va augmenter. Bon. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui concerne l'angle.
Donc on se rappelle que la valeur maximale du sinus, par définition, c'est 1. Hein, pour que le sinus, c'est vraiment sa valeur maximale. Pour que sa valeur soit égale à 1, il faut que l'angle du sinus soit égal à 90 degrés. Donc ça signifie qu'on doit avoir 2 alpha égale 90 degrés, soit finalement un angle alpha de 45 degrés. Donc, pour que le sinus ait une valeur maximale qui soit égale à 1 et donc qu'on obtienne une portée optimale, il faut que l'angle de tir soit égal à 45 degrés. Attention, ce résultat n'est valable qu'en l'absence de force de frottement. Et voilà le sommet de la trajectoire, 10,4 mètres pour nous. Ce qui est une valeur qui correspond aux inscriptions qui sont sur les axes. Et la portée, 215 mètres. Allons voir un petit peu ce qui se passe ici. Oui, ok, 215 mètres. La valeur de XP. Un petit bonus avant de se quitter. Depuis le début, quand j'évoque la trajectoire de la balle, je dis qu'elle a une forme de cloche. Ce n'est pas très rigoureux, ce n'est pas très mathématique. En fait, cette trajectoire est parabolique. C'est ce qu'on se propose de vérifier maintenant. Déterminer l'équation de la trajectoire, c'est finalement obtenir l'équation y en fonction de x. C'est vraiment le chemin suivi par la balle dans l'espace, donc c'est la courbe qu'on a sous les yeux actuellement. Dans nos équations horaires, on a bien une relation qui nous permet de connaître y, c'est l'équation horaire numéro 6, mais le problème c'est que c'est pas y en fonction de x, c'est y en fonction du temps ici. Donc ce que l'on va faire, un petit peu à la manière des exemples précédents, on va utiliser une autre équation, l'équation 5, dans laquelle on va exprimer le temps t. Et cette expression du temps t qui va dépendre de x, on va l'injecter dans l'équation 6. Bien, équation horaire numéro 5, x égale v0 fois cos alpha fois t. On l'utilise pour exprimer le temps t qui sera égal à x divisé par v0 cosinus alpha. Cette expression du temps, nous allons l'injecter dans l'équation horaire numéro 6, à savoir y égale moins 1,5 de gt carré plus v0 sinus alpha fois t. Donc on a bien compris, l'expression qui est ici, je vais l'utiliser pour remplacer t dans cette expression. Y est égal à moins 1,5 de g, facteur de x sur v0 cosinus alpha, le tout au carré, plus v0 fois sinus alpha, multiplié par x sur v0 cosinus alpha. Alors, on la voit la parabole ou on ne la voit pas? Il faut modifier un petit peu cette écriture. On va mettre en évidence x au carré, qu'on va sortir de la parenthèse, et on va mettre devant tout ce qui reste, c'est-à-dire moins g divisé par 2v0 cosinus alpha. Alors attention, le cosinus est au carré et le v0 aussi. Et d'autre part, même chose de l'autre côté, je vais laisser le x un petit peu de côté, et devant je vais avoir v0 sur v0, donc v0 va se simplifier, la vitesse initiale disparaît. Et puis enfin, on se souvient que la tangente d'un angle
par définition, c'est le sinus de l'angle sur le cosinus du même angle. Donc on le voit ici, on a sinus alpha divisé par cosinus alpha, donc ça va faire simplement tangente alpha. Donc voici l'équation de notre trajectoire dans l'espace. Alors, en quoi est-ce l'équation d'une parabole? Eh bien ici, on a en fait que des nombres qui sont des constantes, g, v0 et alpha. Donc ce rapport, cette fraction, est une constante que je choisis d'appeler grand A. Et puis tangente alpha, c'est la même chose, c'est une constante que je choisis d'appeler grand B. Et donc notre équation peut s'écrire aussi sous la forme y est égal à grand A fois x carré plus bx. On a affaire à un polynôme du second degré, et un polynôme du second degré, eh bien, sa courbe représentative, c'est une parabole. Donc nous venons vraiment de démontrer, de prouver que la trajectoire de notre balle de golf dans le champ de pesanteur uniforme en l'absence de frottement, de force de frottement de l'air, cette trajectoire est parabolique. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette longue série de vidéos sur l'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre. J'espère que cela vous sera utile et on se retrouve une prochaine fois pour un peu de physique.